Alors en manchette aujourd'hui, la construction domiciliaire pourra redémarrer lundi prochain et la crise de la COVID-19 est une occasion de redonner un rôle de premier plan au ministère de l'Agriculture. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du mardi 14 avril. Alors le nombre de personnes testées positives à la COVID-19 a continué de grimper durant le congé pascal. Le nombre de cas de coronavirus dans la Naudière, qui était de 664 jeudi avant le congé pascal, est maintenant de 946 pour l'ensemble de la région. Le virus continue de gagner du terrain aussi un peu partout dans les autres régions de la province. On retrouve maintenant 830 cas en Mauricie, notre région voisine. Les régions les plus touchées demeurent sensiblement les mêmes. On retrouve 1565 cas en Montérégie, 6628 cas à Montréal et 1358 cas à Laval, 511 cas dans la région de la Capitale-Nationale et 721 en Estrie. Alors, vous aurez donc compris que la position de la région de la Naudière a changé par rapport à la semaine dernière en termes de nombre de cas. La Naudière a désormais plus de cas que l'Estrie et la Mauricie centre du Québec, ce qui la place désormais en 4e position au niveau provincial, derrière Montréal, la Montérégie et Laval. Et à l'échelle provinciale, il y avait 10 912 cas de COVID-19 rapportés jeudi par le ministère de la Santé. Pour vous donner justement une idée de la progression en fin de semaine, la santé publique parle maintenant de 14 248 cas de confirmés dans l'ensemble de la province. Et de ce nombre, on rapportait 216 personnes décédées jeudi. Ce nombre est passé à 435 et parmi eux, 25 provenaient de la région de la Naudière. Alors bien sûr, je vous rappelle que vous pouvez retrouver la liste avec le nombre de cas par région du Québec sur le site Internet du ministère de la Santé. Et cette liste, bien sûr, elle est mise à jour tous les jours après le point de presse du premier ministre. Et justement, durant son point de presse aujourd'hui, le premier ministre Legault a indiqué qu'en raison du manque de personnel dans plusieurs CHSLD et sur recommandation des autorités de santé publique, dès jeudi de cette semaine, le gouvernement va permettre aux proches aidants d'aller soigner une personne âgée. Ces proches aidants, eh bien, elles devront remplir certaines conditions. Ce n'est pas n'importe qui va pouvoir y aller. Alors, il faudra notamment avoir déjà donné des soins dans le CHSLD où vous voulez aller, être connu par les responsables des établissements, avoir passé un test pour la COVID-19 et ne pas avoir de symptômes. Il faudra porter de l'équipement de protection individuelle et s'occuper d'un seul résident et bien sûr, garder une distance de 2 mètres avec les employés et les autres résidents. Cela dit, les visites demeurent interdites pour tous les autres dans les résidences où on retrouve des personnes âgées. Et François Legault a dit dans son point de presse, « Je comprends que c'est difficile de ne pas voir son père ou sa mère, mais on doit continuer de prendre des précautions pour éviter de propager la contagion. » Fin de la citation. Et en ce moment, il y a 706 personnes hospitalisées à cause de la COVID-19 au Québec, selon les derniers chiffres fournis par le ministère, dont 230 se retrouvent aux soins intensifs. Et si on regarde maintenant la répartition des cas dans la Naudière par MRC, la MRC de la Matawini est de nouveau la moins touchée avec 61 cas, suivie de la MRC de Montcalm avec 64. C'est notamment pourquoi on veut protéger les régions du Nord des gens venant du Sud, pourquoi il y a eu des barrages routiers qui ont été établis par la SQ. Et la MRC de Dautrey, elle suit avec 122 cas. Ici aussi, on souhaite limiter les entrées de personnes venant des régions comme la MRC des Moulins, la MRC de Joliette et la MRC de l'Assomption où il y a plus de cas. La MRC de Joliette, en ce moment, là, on retrouve 179 cas, celle de l'Assomption 239 et la plus touchée, bien sûr, est de nouveau la MRC des Moulins avec 281 cas à l'heure actuelle. COVID-19 et économie maintenant, parmi les nouvelles économiques depuis notre dernier bulletin, soulignons que le gouvernement Trudeau a annoncé au cours de la fin de semaine qu'une somme de 1 500 $ sera octroyée pour chaque travailleur agricole venu de l'étranger afin de compenser les frais pour les 14 jours de mise à l'écart préventif qu'ils doivent faire à leur arrivée en sol canadien.
Et tel qu'indiqué là, en manchette, le premier ministre du Québec, François Legault, a dit vouloir éviter une crise du logement le 1er juillet. Alors, les maisons et condos qui doivent être livrés avant le 1er juillet est une source d'inquiétude pour plusieurs. Alors, la construction domiciliaire pourra reprendre dans les chantiers déjà engagés dès lundi prochain. Bien sûr, il y a des mesures additionnelles qui seront prises pour assurer le respect de la règle de 2 mètres de distance entre les travailleurs et il y a de nouvelles règles qui sont ajoutées aussi pour s'assurer qu'ils aient accès à ce qu'il faut pour se laver régulièrement les mains ainsi qu'avoir accès à des toilettes propres. Il y a d'autres secteurs connexes comme l'arpentage et les notaires qui pourront aussi reprendre leurs activités. Et de plus, il y a certains automobilistes qui sont heureux d'apprendre que d'autres services seront offerts dans les garages qui se limitaient depuis la mise sur pause du Québec aux urgences. Alors, c'était seulement les cas urgents. Maintenant, à compter du 15 avril, c'est dès demain, la pause des pneus d'été pourra notamment être assurée. Il y a aussi l'entretien paysager, les centres de jardin et les commerces de piscine qui font quant à eux leur apparition sur la liste des services dits essentiels à compter du 15 avril, à nouveau à compter de demain. Alors, vous pourrez donc aller chercher de quoi planter dans votre jardin en respectant les règles de distanciation physique à compter de demain. Et bien sûr, le nombre de clients à l'intérieur des pépinières et commerces du genre sera aussi réduit pour limiter les risques de propagation. Bref, là, c'est quelques exemples des ajouts sur la liste des services essentiels auxquels le gouvernement permettra dans les gens de ces secteurs de travailler durant cette période de confinement pour réduire les risques de propagation du virus. Et ils n'auront pas tout déconfiné tout en même temps. Ça va y aller graduellement. Maintenant, il y a la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautrain qui organise une visioconférence ce mardi, le 14 avril, en fin d'après-midi avec le député fédéral de Berthier-Masquinongé. On vous en parlait jeudi. Et bien sûr, c'est afin notamment de répondre aux questions des entrepreneurs sur les différents programmes d'aide offerts par le fédéral. Et nous vous en présenterons des extraits dans notre bulletin de demain. Et l'ensemble de l'échange sera aussi enregistré et inséré dans notre programmation pour les gens qui n'ont pu y assister ou souhaiteraient le revoir. Alors, vous n'avez qu'à surveiller l'horaire de la station au cours des prochains jours. Alors, nous passons maintenant à notre première pause. La table régionale des organismes communautaires autonomes de l'Anaudière aimerait souligner le travail réalisé par les travailleurs, travailleuses, bénévoles et personnes impliquées au sein de ces 199 membres. Merci aux organismes communautaires autonomes pour le soutien qu'ils offrent à la population actuellement. Pour aider les personnes, les groupes offrent plein de services de soutien, que ce soit en ligne, que ce soit sur les médias sociaux, que ce soit sur les lignes téléphoniques. Ils ont mis en place des services d'accueil, d'écoute, de référence vers d'autres organismes. Ils vont aussi offrir des nouvelles activités, une programmation différente, accessible à tous en ligne. Ils vont faire aussi de l'accompagnement de transport, de la distribution et de la livraison de popotes. L'Action communautaire autonome pour un monde qui nous ressemble. Là, les amis, c'est le temps d'écouter. La maladie à coronavirus frappe fort. Et on doit être encore plus fort. Pour votre santé et celle du peuple. On doit faire ce qu'on nous dit de faire. C'est notre meilleure défensive. Autant les parents que les enfants. Faut bien se laver les mains. Et celles de nos petits cœurs. Et surtout, rester chacun chez nous, comme on vient tous et toutes de faire. Se protéger, ça sauve des vies. Alors, au chapitre des anniversaires pour ce mardi 14 avril, la FADOC de l'île du Pas souhaite un joyeux anniversaire à Jean Destrempe et Francine Carpentier. Alors, c'était les anniversaires du jour pour aujourd'hui. Maintenant, COVID-19 et agriculture. Il y a l'Institut Jean Garon qui croit qu'il faut saisir l'opportunité qui se dessine avec la crise de la COVID-19 pour redonner un rôle de premier plan au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, d'abord au sein du Conseil des ministres et de l'action gouvernementale, mais aussi plus largement dans la société québécoise et dans l'économie du Québec. Alors, nous en avons discuté avec son coprésident, M. Michel Saint-Pierre. M. Saint-Pierre a notamment été auparavant sous-ministre au ministère de l'Agriculture. Alors, voici la première partie de l'entrevue qu'il nous a accordée, entrevue fort intéressante. Alors, nous discutons aujourd'hui avec le coprésident de l'Institut Jean Garon, M. Michel Saint-Pierre. Bonjour, M. Saint-Pierre. Bonjour, M. Robert.
Il est avec nous pour parler de la place que devrait prendre, selon l'Institut Jean Garon, le ministère de l'Agriculture durant la crise du coronavirus et plus encore dans la sortie de crise. Alors, dans un premier temps, là, plusieurs se souviennent du grand ministre de l'Agriculture qu'a été Jean Garon, mais c'est peut-être pas tout le monde qui connaît l'Institut qui porte son nom, sa mission, son financement, comment il fonctionne. Pouvez-vous nous le rappeler là, brièvement? Bon, d'abord, c'est un institut qui a été créé tout juste après le décès de Jean Garon, il y a à peu près 3 ans. Et c'est un groupe, dans le fond, de réflexion. En anglais, il y en a plusieurs de ce type-là, généralement, qui regroupent par exemple, hauts fonctionnaires, ex-universitaires, comme nous, on le fait. Et c'est un groupe de réflexion qui émet des études et qui, à l'occasion, reçoit des commandes, comme on a eu une du ministère de l'Agriculture pour parler des 40 ans de protection du territoire agricole, ce qui avait été une des grandes politiques de Jean Garon. Alors, donc, on a diverses sources de revenus, mais on est de toute façon apolitique, sans lien obligé avec quelque groupe que ce soit. On peut parler de libre penseur. C'est véritablement, je pense, le mot qui définit davantage un groupe comme le nôtre. Alors, vous appelez là à ce que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation reprenne un rôle de premier plan au sein du Conseil des ministres et dans le débat public au Québec pour aider à la crise du coronavirus et surtout à s'en sortir. Oui, effectivement, on pense plutôt après. Actuellement, ce qu'on a déploré, c'est que toute la question, par exemple, d'alimentation et de circuits courts, d'approvisionnement de nos marchés, elle a été traitée à différents endroits, mais on a rarement vu, ou presque jamais, le ministère de l'Agriculture en cause dans cette question-là. Le ministre, bon, quelquefois, mais encore là, il joue un rôle beaucoup plus effacé que ceux qui sont, par exemple, dans le domaine industriel, économique, peu importe, qui sont là. Le ministre Fitzgibbon a un rôle important, mais pourtant, on vient de réaliser à quel point on a un approvisionnement alimentaire de notre panier alimentaire, c'est fragile. Ça peut être encore plus fragile, bien sûr, si jamais, à titre d'exemple, la Californie devait être littéralement, comment dire, comme nous, isolée d'un peu de tout, parce qu'il y a quand même un phénomène extrêmement important de COVID-19 là-bas. Alors, ces questions-là surgissent tout d'un coup, puis on dit, mais où est le ministère? Le ministère que j'ai bien connu, soit dit en passant, j'ai été sous-ministre de ce ministère-là. Donc, voilà ce qu'on déplore. On déplore que ce ministère-là, actuellement, d'une part, ne soit pas un peu à l'avant-scène pour donner des indications, et on lui demande également, pour l'avenir, d'être un acteur important du renouveau de l'agriculture. Tantôt, vous avez employé l'expression « le ministre est assez effacé ou discret », mais plusieurs là, qui ont observé la façon dont le ministre actuel de l'Agriculture a géré le dossier de l'agronome lanceur d'alerte Louis Robert se posent peut-être de sérieuses questions là, sur sa capacité de ce ministre-là en poste d'assurer un tel leadership en temps de crise. Notre but n'était pas de viser un ministre en particulier, mais beaucoup plus l'ensemble, le ministère, parce que le ministre est une personne, il y a beaucoup de gens autour qu'on ne voit pas, puis c'est vrai dans le domaine de la santé actuellement, là, c'est pas juste la ministre McCann, c'est toute une équipe derrière. Alors, le ministère, c'est plus large, et je crois qu'il pourrait aussi y avoir dans cette équipe-là, une plus grande, une plus grande présence. Là. Je me souviens de l'époque où je l'ai été, moi, sous-ministre, il y a une quinzaine d'années, j'avais des liens. J'avais souvent des communications avec les médias pour donner l'heure juste. Et tout ça se faisait normalement, mais on dirait qu'on a oublié cette réalité-là, ou encore que les médias, le premier réflexe qu'ils ont, c'est probablement d'aller appeler l'UPA, puis de demander au président de l'UPA comment ça fonctionne. Alors, on pense qu'il faut que le ministère redevienne un joueur de premier plan là-dedans. Et je comprends ce que vous voulez dire, que le ministre n'est pas seul, mais quand même, quand on a une crise comme ça et qu'on veut qu'un ministère prenne une place importante,
le porteur du dossier, c'est important. Puis, sa crédibilité a quand même été très entachée, ce ministre-là, là, par la façon dont il a géré le cas de l'agronome Louis Robert. Là. La désapprobation a été assez généralisée au Québec. Il y a même plusieurs qui se sont demandé pourquoi le premier ministre ne peut pas enlever son portefeuille. Oui, oui, il faut avouer que le départ a été assez laborieux. Il y a eu quelques événements qui n'ont pas été à son avantage. Je crois qu'actuellement, parce qu'on a eu une communication il y a 2 jours avec lui, dans le fond, il est en train de se faire un nouveau réseau là, à quelque chose, malheur est bon parfois, là. Bien, le malheur actuellement l'amène à être quotidiennement en contact avec les autres grandes parties prenantes, les gens de l'industrie de la transformation alimentaire, les gens de la production, les gens même du transport, toutes les questions de réseau d'approvisionnement, distribution. Tous les jours, il a maintenant une communication le matin avec chacun de ces joueurs-là. Alors, je pense que c'est peut-être le début d'une nouvelle présence de ce ministre-là. Et parlant de concertation, là, vous souhaitez une conférence socio-économique sur la sécurité alimentaire là, en sortie de crise. On veut surtout que le débat se fasse. Alors, une conférence, c'est une bonne façon d'amener les gens à la table, d'amener le focus également. C'est une façon de faire ce que pour nous est plus important encore, c'est que ça débouche sur une vraie politique très active de diversification de notre agriculture, puis peut-être, on peut dire, la relance du rapport de la Commission d'avenir sur l'agriculture, le rapport Pronovo, qui, lui, portait, lui aussi, un grand message avec une vision d'avenir. Quand on le regarde, donc on le relit, on trouve que c'est encore d'actualité. Alors, la conférence dont on parle, c'est pour nous le moyen de réactiver le tout. Alors, il l'évoquait, il y a encore plusieurs parties du rapport Pronovo qui sont très actuelles et qui pourraient être mises en œuvre. On en discute dans la seconde partie de l'entrevue qu'on vous présentera au cours des prochains jours. Pour l'instant, nous passons à notre seconde pause. Là, les amis, c'est le temps d'écouter. La maladie à coronavirus frappe fort. Et on doit être encore plus fort. Pour votre santé et celle du peuple. On doit faire ce qu'on nous dit de faire. C'est notre meilleure défensive. Autant les parents que les enfants. Faut bien se laver les mains. Et celle de l'eau du cœur. Et surtout, rester chacun chez nous, comme on vient tous et toutes de faire. Se protéger, ça sauve des vies. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 31 mars, à l'âge de 68 ans, est décédée Mme Rita de Guise, épouse de Laurent Désy, demeurant à Notre-Dame-de-Lourdes et native de Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa mère, Denise Plante, feu Gaston de Guise. Elle laisse aussi dans le deuil ses sœurs, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs, Pierrette de Guise, Jocelyn Richard, feu Armande de Guise, Raymond de Guise et sa conjointe Diane Forêt, Lucie de Guise et son conjoint Roland Barthes, Roger de Guise et sa conjointe Joanne Guertin, Alain de Guise et sa conjointe Carole Lefebvre, Yolande Lucier, feu Paul-René Désy, Jean-Noël Désy, Cécile Désy et son conjoint Léo Côté, Monique Désy et son conjoint Maurice Bizier, Marcel Désy et sa conjointe Julie Lebeau, Louise Désy, Yvon Désy et Liliane Underwood, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19 et dans le but d'éviter les rassemblements, puisqu'il est difficile d'évaluer le nombre de personnes qui seraient présentes aux funérailles, la famille de Mme de Guise a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure.
Maintenant, au centre d'hébergement Champlain-le-Château de Berthierville, le 4 avril, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Michel Terrien, époux aimant de Mireille Rousseau, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa tendre épouse, sa fille dont il était si fier, Marie-Ève, ainsi que Benoît Mirandette, le conjoint de celle-ci. Laisse aussi dans le deuil sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères, Nicole Terrien et son conjoint Roger Doucet, Jeanne Rousseau et son conjoint Jean-Claude Cossette, Monique Rousseau et son conjoint Jean Tessier, André Rousseau et son conjoint Richard Frappier, François Rousseau et sa conjointe Liette Cournoyer, Marie Rousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et Michel fut pendant plusieurs années ambulancier dans la région de Joliette et Berthier. Il fut aussi impliqué dans la communauté berthelaise en tant que membre du Club optimiste de Berthierville. Et la famille tient à remercier le personnel du Champlain-le-Château pour les soins exceptionnels prodigués à l'égard de Michel au cours des 14 dernières années au centre. Et dans ce cas ici aussi, compte tenu de la pandémie de COVID-19 et pour éviter les rassemblements, la famille de M. Terrien a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Maintenant, au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 4 avril, à l'âge de 70 ans, est décédée Mme Suzanne Lépine-Coutu, épouse de Denis Coutu, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Geneviève Coutu, Marie-Ève Coutu et son conjoint Pierre Girard, de même que ses petits-enfants, Gabriel Girard, Charlotte Boisjoli, Cédric Girard et Béatrice Boisjoli. Elle laisse aussi dans le deuil ses sœurs, ses beaux-frères, belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19 et dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de Mme Lépine Coutu a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Maintenant, au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 10 avril, à l'âge de 95 ans, est décédé M. Victor Olivier Tarte, époux de Mme Jacqueline Gagnon, demeurant à Saint-Charles-Borromée et natif de Lanoraie. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses sœurs, belles-sœurs, Marie et Marie-Thérèse Tarte, sœur Marie-Blanche Tarte, Pierrette Lassalle, feu François-Xavier Tarte, Janine Gagnon, feu Jacques Dupuis, Pauline Roy, feu Roger Gagnon, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et en cette période de pandémie, même s'il n'est pas décédé de la COVID-19, les funérailles de M. Tarte seront célébrées à une date ultérieure et la famille communiquera avec les proches le moment venu. Alors, c'était les avis de décès pour aujourd'hui. Alors, nous avions présenté il y a quelques jours la première partie de l'entrevue avec François Bédard, le directeur du Festival de la Naudière qui prendra bientôt sa retraite. Voici la deuxième partie de l'entrevue qu'il nous a accordée. Du bon coup d'avoir redressé ici le festival au fil des années. Avez-vous d'autres souvenirs de choses que vous dites, je suis contente parce que justement cette fois-là, on a réussi à, comment je pourrais dire ça, à créer un happening ou créer un home pour le festival? J'ai deux décisions qui ont été prises la même année, c'est-à-dire deux réalisations qui sont une décision puis une réalisation qui sont de la même année. Et là, je pense que j'ai vraiment fait un bon coup. C'est en 2011, on a inauguré le système vidéo de l'amphithéâtre et j'ai la décision qui pour moi est capitale, c'est que les jeunes de 17 ans et moins sont admis gratuitement sur la pelouse. Bon. Ça, pour moi, c'est une des plus belles décisions que j'ai prises ici, puis je pense que c'est un legs. Là, maintenant, écoutez, tous ceux qui ne sont pas des adultes, là, venez au Festival de la Naudière, écoutez la musique, écoutez ce qui se fait de mieux dans le monde musical, là. Et puis, vous savez maintenant avec Renaud est sur la planète musicale. Et ce qui arrive ici au festival, c'est vraiment comparable au meilleur festival d'Europe ou d'Amérique du Nord. Okay. Et justement, peut-être, comme vous dites, l'invitation aux jeunes de 17 ans, des choses comme ça, vous commencez à créer votre base de clientèle. C'est sûr que c'est une bonne... je pense que c'est la nouvelle façon aussi d'amener. Et le pari du système vidéo, c'était avec cette génération qui vit avec les écrans, là,
ça lui permettait aussi de comprendre un peu mieux l'orchestre. Parce que, je veux dire, quand tu as une centaine de musiciens ou 90 musiciens sur scène, d'entendre le hautbois, d'entendre la clarinette, d'entendre tous ces instruments qui sont cachés derrière la deuxième, troisième rangée de violon, puis comprendre c'est quoi dans la symphonie, ces choses-là. Là, maintenant, avec les caméras à haute définition, on peut aller chercher dans la musique à l'intérieur puis faire une couche d'interprétation visuelle de ce qui se passe auditivement. Et ça, c'est important. C'est impossible à remplacer. Là, maintenant, il y a beaucoup de gens qui m'avouent regarder du coin de l'œil les écrans parce qu'il y a une couche d'interprétation qui se fait là aussi. Oui. Puis parce que, comme vous disiez, la deuxième ou troisième ligne d'artistes qui sont sur la scène sont aussi importants. Vous êtes musicien d'orchestre, vous avez peut-être été caché derrière. Oui. Je comprends très bien où justement il y a beaucoup de musiciens, comme vous dites, flûtistes, oboïstes, trombones, des choses comme ça, que tu n'as pas l'impression que c'est des virtuoses, eux autres, c'est des musiciens de qualité que tu peut-être que tu apprécies. Tout ça, quand c'est fondu dans la marche orchestrale, on peut plus difficilement, à moins d'être musicien ou de connaître la musique ou de connaître les partitions, pouvoir détacher chaque pièce d'un ensemble comme ça. Les images te permettent de le faire. Ça, c'est le fun. Donc ça, moi, je trouve que c'est un de mes beaux coups. Il y a un autre coup qui est plus silencieux, par exemple, qui paraît moins dans le public, et ça, c'est un véritable legs, ça va être un héritage, c'est la fondation du festival. La fondation du festival, je l'ai créée en 2000, avec l'aide de membres du conseil d'administration de l'époque, et puis Jacques Martin en faisait partie, il est encore membre du conseil de la fondation. La fondation, c'est juste un conseil d'administration, il n'y a aucun employé, c'est que du bénévolat là-dedans. Et la fondation a un but, c'est de créer un fonds de dotation permanent, perpétuel, au profit du festival. Alors, on profite aussi de certains programmes de subvention d'appariement pour ça, pour mettre sur pied la fondation. Et donc, à partir de 2006, elle était plus active parce qu'avant ça, les programmes d'appariement ne s'adressaient pas à cette fondation-là. C'était un petit peu dommage, ça s'en venait, mais dans la première mouture du programme fédéral, c'était juste les organismes de production, les diffuseurs ou festivals comme le Festival de la Naudière ne pouvaient pas y appliquer. Mais là, maintenant, ça fonctionne donc depuis 2006. Et on a bâti un capital là, qui aujourd'hui génère un montant significatif, perpétuel, dans le budget du festival. Ça, c'est un des plus beaux héritages que je vais laisser au festival. C'est une fondation qui commence à être bien capitalisée. Bien capitalisée. Puis qu'on va continuer à capitaliser, on espère. Alors, nous vous présenterons la dernière partie de cet entretien avec le directeur du Festival de la Naudière au cours des prochains jours, mais pour l'instant, nous passons à la météo. Ce soir, ce sera nuageux avec éclaircies. Un mercure de +4 est prévu. Dans la nuit de mardi à mercredi, il y a des averses de neige isolées qui sont possibles alors que le mercure sera autour du point de congélation. Et mercredi matin, le soleil se montrera le bout du nez alors que ce sera ensoleillé avec quelques passages nuageux et de nouveau un mercure autour du point de congélation. Mercredi après-midi, un ciel variable est prévu. Le mercure grimpera un peu pour atteindre autour de 5 degrés Celsius. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un autre bulletin d'information régionale et continuez d'être prudents pour ne pas propager la COVID-19. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.
Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.